une distributrice de munitions à grande vitesse capable de tirer plus de balles à la minute que la plupart des mitrailleuses modernes en 10 minutes. Conçue à l'origine pour transformer la dynamique de champ de bataille, c'est du haut des airs que la mitrailleuse Gatling révèle toute son efficacité. D'un hélicoptère, d'un chasseur à réaction ou d'un avion d'attaque au sol. Inventée il y a 150 ans, sa réputation de destructrice en a fait une légende. Celle de l'arme à feu la plus féroce de tous les temps. Voici la mitrailleuse aérienne Gatling. Une arme qui a changé le monde. La puissance de feu. Rien ne conditionne davantage la capacité militaire. Je m'appelle Will Willis, ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et sauvetage de l'aviation américaine. Grâce à l'entraînement, le maniement des armes modernes est pour moi une seconde nature. Aujourd'hui, je fais équipe avec les plus grands spécialistes dans le domaine afin de comprendre comment les plus formidables armes militaires de tous les temps ont contribué à changer le monde. Sa cadence de tir surpasse celle de toutes les autres mitrailleuses. Bien connue sous le nom de mitrailleuse Gatling, cette arme du passé revient en force sur la ligne de front, où sa puissance de feu peut neutraliser blindés, édifices et avions. Bien que développée au 19e siècle, les principes de base de son fonctionnement n'ont pas changé. Les mitrailleuses Gatling contemporaines peuvent avoir un nombre de canons et de tailles fort différentes, mais toutes les Gatling sont munies de plusieurs canons rotatifs tirant l'un après l'autre. C'est ce qui permet une cadence de tir extrêmement élevée, tout en évitant la surchauffe des canons et leur enrayage. Un problème fréquent chez les mitrailleuses à un seul canon. La technologie s'est avérée si efficace qu'on l'a adaptée pour armer une grande variété de plateformes aériennes. Et créer notamment une version légère, la GAO-19, conçue pour être employée dans les airs, sur la mer et sur Terre. D'abord produite par General Electric en 1983, la GAO-19 tire jusqu'à 2000 coups à la minute. Paul Snyder fait partie de l'équipe ayant fait le test du tout dernier modèle de ce système Gatling à 3 canons. La GAO-19 est l'arme collective la plus fiable à ce jour. Vous pouvez tirer 35 000 coups avant de vous préoccuper d'une première routine d'entretien. Quelle que soit la menace, il suffit d'appuyer sur la détente pour la neutraliser. La GAO-19B a moins d'1 an. En Afghanistan, nous avions besoin d'une arme légère comme celle-ci pour armer l'hélicoptère Kiowa OH-50AD. Ils ont eu 1 an pour modifier le modèle A et en faire ce modèle B et le livrer. Ils sont présentement opérationnels. Quelle est la différence entre le modèle A et le modèle B? Leur poids. On a retranché 13 kilos au modèle A, muni celui-ci de sa propre batterie. Si le véhicule, c'est-à-dire l'hélicoptère, n'est plus en mesure de l'alimenter, la mitrailleuse peut tirer encore 2500 coups. Ici, nous maintenons une cadence de 1300 coups à la minute, la cadence idéale pour une arme collective, ce qui convient parfaitement à une intervention à partir d'un aéronef à pale rotative. Cela vous laisse assez de munitions pour atteindre la cible et faire un second passage. Et il s'agit d'un calibre 50. Un calibre 50, la même balle que tire la Ma-12. Disons que vous êtes en train de patrouiller une région et que vous vous engagez dans une vallée et qu'un véhicule blindé léger s'amène sur la route. Il vous faut neutraliser cette cible le plus rapidement possible. C'est exactement ce que vous permet le calibre 50. Tout à fait. L'objectif des balles de calibre 50 est de percer la paroi d'un bloc moteur ou d'un blindage léger. Alors, où se trouve ma cible? À 400 mètres devant vous, Je vois. il y a une mini-fourgonnette représentant le blindé léger qui vous menace. Voilà la mini-fourgonnette dans ma mire. Je la vois en gardant les 2 yeux ouverts. L'image est très nette. Étonnant, n'est-ce pas, l'image holographique? Vous n'avez qu'à placer le point rouge en plein centre, appuyer sur la détente et regarder votre cible disparaître. Génial.
Savais-tu que, selon les statistiques, la mini-fourgonnette est le véhicule le plus dangereux sur la route? Et c'est pour cette raison que nous devrions abattre cette cible maintenant. Un service à la société. Très bien alors. Je le mets en position de tir, comme ceci. C'est du bon boulot, Will? Je fais de mon mieux. Exactement ce qu'il faut. Je crois que c'est une excellente arme pour maximiser la zone battue. La visée est facile, et comme elle est montée sur une plateforme, le tireur n'a pas à porter tout ce poids. Elle est facile à manœuvrer, et les balles se rendent exactement où vous le voulez. Ouais. Vraiment, c'est une pièce d'équipement très puissante. La GAU-19 est dotée d'une puissance explosive. Mais c'est peu si on la compare à la plus grosse mitrailleuse Gatling de la planète. Voici la base aérienne Davis-Monthan, quartier général du 355e escadron de chasse de la 12e force aérienne. Les pilotes s'y exercent à bord d'un avion tout à fait unique de l'aviation contemporaine. Ce fabuleux engin porte officiellement le nom de Fairchild Addis Thunderbolt II. Les pilotes le surnomment affectueusement The Warthog, ou le phacochère, et ses ennemis, le monstre. Le Warthog est un dur à cuire sournois avec une sale gueule, à l'image de son surnom. Il est aussi le seul appareil de l'aviation américaine spécifiquement conçu pour l'appui aérien rapproché. Et c'est pour remplir cette mission qu'il est littéralement construit autour de l'une des armes les plus puissantes de l'aviation, la GAU-8 Avenger. Mise en service pour la première fois en 1977, la mitrailleuse GAU-8 Avenger du Warthog est l'une des armes les plus craintes au monde, avec une cadence de tir maximale de plus de 4000 coups minutes. L'Avenger a prouvé sa valeur durant la première guerre du Golfe en 1991. Au cours de l'opération Tempête du désert, la GAU-8 du Warthog a détruit plus de 900 tanks irakiens de fabrication russe. Sa fonction première étant de détruire des blindés, le canon du A-10 est capable de tirer différents types de projectiles de 30 mm. Ce peut être des explosifs brisants incendiaires qui se comportent en gros comme une grenade lorsqu'ils touchent le sol, ou encore des munitions d'uranium appauvries, 1,7 fois plus denses que le plomb, et capables de pénétrer 12 cm de blindage à une distance de 500 mètres. La mitrailleuse GAU-8 30 mm Avenger pèse 281 kg. Elle transporte avec elle 1174 munitions. Avec le tambour et l'ensemble du mécanisme d'alimentation, ça nous fait une masse de 1800 kg sur un peu plus de 5,80 mètres. Une équipe d'entretien des armements inspecte et révise l'Avenger avant chaque vol pour ensuite repositionner l'arme à l'intérieur de l'avion avec la plus grande précision. L'équipe d'entretien pour ce vol est dirigée par le sergent Torrin Gallant. Alors décrivez-nous les pièces du canon et son mécanisme. Ici, c'est l'alimentation. C'est par ici que les munitions entrent à l'intérieur du mécanisme rotatif avant d'être tirées de l'autre côté. Nous avons deux brides, la bride de boucle et celle qui soutient le corps du canon. Elles servent à maintenir les canons ensemble pour éviter qu'ils ne s'écartent, car la rotation des canons est tellement rapide qu'ils pourraient s'ouvrir. Vraiment? Oui, sous l'effet de l'énergie dégagée. Voilà pourquoi on les attache comme ceci. Pour bien comprendre ce que c'est que de piloter et manier cette arme de plusieurs millions de dollars, j'ai réquisitionné l'aide du Major James Collier, qui répond au nom de code de Beer Can. Quel effet ça fait d'être dans la cabine de cet appareil? Imaginez que vous êtes assis sur une mitrailleuse Gatling à 7 canons de 30 mm de 5 mètres de long capable de tirer 3900 coups minutes. La réponse est immédiate. Si le système fonctionne bien, vous n'avez qu'à placer votre PIP sur la cible et actionner la détente. Placez le truc sur le truc pour éliminer le truc. Exact. Je vois, je pointe et je tire.
Pour mesurer la puissance de la Gowrit Avenger, nous sommes venus dans ce chantier du désert de l'Arizona où nous avons installé des caméras sur 2 cibles différentes. La première est une cible VBTT conventionnelle. Et l'autre, une cible de 6 mètres pour le mitraillage en razmut. Le major John Collier s'amènera pour libérer toute la puissance de sa mitrailleuse Gatling de 30 mm. Sa Gowrit ne fera qu'une bouchée de cette cible. Le voilà qui se prépare. Le A-10 s'approche avec une forte inclinaison de près de 60 degrés. Et il plonge littéralement sur la cible. L'approche en plongée lui permet de mitrailler la cible directement par le dessus et de transpercer son épais blindage beaucoup plus efficacement. Le voilà déjà très incliné. Et c'est parti. Le voilà. Vous pouvez apercevoir la cible. Wow! À cause de l'altitude à laquelle il vole, on entend les balles atteindre la cible avant que nous parvienne le son du tir des canons. Dès qu'il tire, on aperçoit la traînée de fumée résultant de l'actionnement de la mitrailleuse faire son tracé dans le ciel. C'est alors trop tard pour réagir. Il a déjà visé et tiré, et tout objet se trouvant dans sa trajectoire est déjà rayé de la carte. Il approche, il tire. Les balles touchent la cible. Et le son du tir retentit. C'est imbattable. Génial. Aujourd'hui, on trouve des mitrailleuses de type Gatling dans tout l'arsenal de l'aviation américaine. Elles descendent toutes d'un même ancêtre ayant vu le jour à l'aube de la guerre de sécession. Toutes les armes à canon multiples employées par l'armée de l'air de nos jours viennent d'un même système d'armement inventé il y a 150 ans, la mitrailleuse Gatling. Cette arme révolutionnaire porte le nom de son inventeur, le médecin et ingénieur américain Richard J. Gatling. En créant sa fameuse mitrailleuse à canon rotatif dans les débuts de la guerre de sécession, Gatling souhaitait concevoir une arme si puissante qu'elle mettrait fin aux grandes batailles meurtrières. La mitrailleuse Gatling est une arme à canon multiple à manivelle actionnée manuellement. Un artilleur rapide et bien entraîné peut tirer jusqu'à 200 coups à la minute. La première mitrailleuse Gatling a un potentiel énorme, mais quelques problèmes techniques limitent son utilisation en temps de guerre. De plus, ses 360 kilos la rendent encore trop difficile à déplacer durant un combat. Mais vers la fin du 19e siècle, la majeure partie de ces problèmes ont été résolus, et la mitrailleuse Gatling commence à faire la différence sur le champ de bataille. Le secret du système Gatling repose sur l'utilisation de plusieurs canons. La manivelle, actionnée manuellement, entraîne la rotation des canons. Chaque fois qu'un canon arrive en haut, il est alimenté par un chargeur par gravité. Chaque canon possède son propre percuteur, prêt à frapper l'amorce de la balle dès qu'il passe devant une détente automatique. Toujours en poursuivant ce mouvement de rotation, la cartouche vide est éjectée et une nouvelle munition descend du chargeur dans le canon pour être tirée à son tour dans le même mouvement, encore et encore. Je me suis déplacé jusqu'en Pennsylvanie pour tirer d'une arme historique. Cette mitrailleuse Gatling a sévi sur le champ de bataille de l'un des événements les plus racontés de la guerre hispano-américaine. Alors que les États-Unis se sont battus pour le contrôle de Cuba et des autres colonies espagnoles. La bataille de San Juan marque les débuts de la puissance du Nouveau Monde. Lorsque les hostilités commencent, les troupes espagnoles pilonnent les forces américaines depuis leur position retranchée en haut de la colline. Mais Teddy Roosevelt se prépare à monter à l'assaut de la colline avec une unité dont il a lui-même recruté les membres, les fameux Rough Riders. Une mission totalement suicidaire sans une puissance de feu à l'appui. C'est alors qu'un détachement de mitrailleuses Gatling se place en position sur une colline voisine. Les artilleurs commencent à faire pleuvoir les balles d'un feu continu et soutenu vers les Espagnols. Grâce aux mitrailleuses Gatling à l'appui, l'attaque de Roosevelt et de ses Rough Riders sur San Juan est couronnée de succès. Aujourd'hui, l'une des mitrailleuses Gatling de la bataille de San Juan est la propriété du Dr. Ed Weitzman, qui l'entretient et la maintient en parfait état de marche. C'est la technologie la plus achevée des armes anciennes. Cette mitrailleuse-ci a une histoire bien particulière, n'est-ce pas?
Cette mitrailleuse est l'une des 4 utilisées par le lieutenant Parker qui participait à l'invasion de Cuba. Il s'était allié au Rough Rider de Roosevelt. Il avait compris qu'il serait plus efficace d'utiliser la mitrailleuse Gatling sur le front avant avec l'infanterie que de la laisser derrière avec le reste de l'artillerie. Si je comprends bien, la mitrailleuse Gatling a d'abord été conçue comme une arme défensive et non pas offensive. Exactement, elle restait à l'arrière avec l'artillerie. Et le lieutenant Parker a révolutionné la manière de l'utiliser. Tout à fait, il est le premier à s'en servir comme arme offensive. Nous avons installé des cibles de formats variés afin d'évaluer la performance de cette mitrailleuse Gatling à 10 canons de 1895. 7 bidons de lait et 4 bouteilles serviront à mesurer la mobilité horizontale et verticale de la Gatling et ce qu'a dû être sa performance à San Juan. Puis, je devrais balayer ces 5 melons avec toute la puissance des balles Gatling de calibre 50. Enfin, des silhouettes munies de 13 pastilles réactives permettront de mesurer la précision de la mitrailleuse Gatling à 30 mètres. Ce qui nous fait 55 cibles que je devrais atteindre avec 200 balles en banque. Voyons à quelle vitesse je pourrais m'exécuter. Feu! Oh, le laiton devient chaud. On recharge. J'ai touché 1, 2, 3, 4 cibles. Le mécanisme hoquette légèrement sur le départ, mais l'arme est étonnamment précise. Le travail se corse à présent. Pendant que Ed recharge, j'ajuste ma position de manière à faire un tir balayant tout en maniant la manivelle. Parfait, j'y vais. Il est beaucoup plus difficile d'élever la ligne de tir que je ne le pensais. Une limite inhérente à sa conception. Je la baisse pour les melons. J'obtiens de bons résultats, jusqu'à ce que le canon s'enraye. Non, il est coincé. Et on fait quoi quand il s'enraye? Ah, on éjecte le plateau d'alimentation. Le Dr. Weitzman a déjà fait cette opération auparavant. Moi, je me sens plutôt inutile. Attention, il est chaud. C'est réparé, déjà? Dites-moi que je l'ai pas brisé. Tout de même, voilà une pièce d'histoire qui n'a pas de prix. C'est un petit miroir, vous voyez? Qui réfléchit la lumière, je vois. Le Dr. Weitzman sort un petit miroir pour observer l'intérieur du canon et s'assurer qu'aucun des 10 canons n'est obstrué par une balle. S'il m'arrivait d'envoyer une seconde balle dans un canon obstrué, nous serions dans le pétrin. Ils sont vides. Le blocage m'a sérieusement handicapé au contre-la-montre. Encore heureux que je ne me sois pas trouvé devant des troupes ennemies. Je pense que tous les canons sont libres. Oui? Eh bien, c'est une arme fascinante. Bravo. Merci. Elle est très précise. J'ai été capable de traverser toute la rangée de bidons de lait très facilement avec la première salve. L'action de la manivelle était très fluide, mais l'ajustement de la hausse est un peu plus difficile. J'ai remarqué une chose au départ. Je me suis assis ici, croyant que c'était une sorte de siège. Mais la position est devenue vite inconfortable. Le dos courbé comme ceci. Or, quand j'ai commencé à tirer, toutes les cartouches brûlantes me sont tombées dessus. Elles sont très chaudes. Et s'accumulaient dans ma fourche. Alors, j'ai sauté sur mes pieds. Puis, je me suis accroupi derrière, comme ceci, les yeux enlignés avec le canon. Et toutes les cartouches étaient déviées par ceci. Comme ma position laissait un trou entre mes jambes, elle tombait dans le trou, comme ceci. À l'usage, j'en conclus que ce doit être un déflecteur de cartouches. Je dirais comme vous. Habituellement, je me tiens debout et je ne m'en soucie pas. Dans le mille. Pour une arme employée il y a plus de 100 ans à San Juan, la performance est impressionnante. En 2 minutes, j'ai touché 23 cibles sur 55. Voyez comment les pastilles ont été touchées. J'ai touché la tête, la poitrine, et tout autour, on voit d'autres marques d'impact. Il a été touché 3 ou 4 fois à la tête et encore davantage au niveau des organes vitaux. Et celui-ci est criblé de balles. Il y a au moins 15 perforations dans celui-ci.
Merci encore de m'avoir accueilli et de m'avoir laissé tirer de votre antiquité. Vous possédez un incroyable morceau de l'histoire des États-Unis et de la guerre hispano-américaine. Vraiment époustouflant. En dépit de son succès lors de la bataille de San Juan, la mitrailleuse Gatling est bientôt rendue désuète et remplacée par la mitrailleuse Maxim. Plus légère et ayant une meilleure portée que la mitrailleuse Gatling, la mitrailleuse Maxim la surpasse sur tous les plans. Elle fait de la mitrailleuse l'arme privilégiée des champs de bataille. Puis, la Seconde Guerre mondiale voit l'arrivée des chasseurs super rapides. Pour les neutraliser, il faut mettre au point un canon aérien capable de maintenir une cadence au-delà de 1000 coups minutes. Le système Gatling avait été relégué à la ferraille par les mitrailleuses modernes. Mais elle s'apprête à faire un retour remarqué à l'avant-scène. Durant les années 1950, General Electric se réapproprie le vieux système Gatling pour concevoir une toute nouvelle mitrailleuse Gatling électrique, la Vulcan. Cet avion F-16 est muni de la première mouture moderne du système Gatling, la mitrailleuse M61 Vulcan. Il s'agit d'une mitrailleuse Gatling de 20 mm, capable de tirer plus de 6000 coups à la minute. La M61 Vulcan a armé les chasseurs de l'armée américaine pendant plus de 50 ans. J'ai bien envie d'aller faire un tour. Il me faut une combinaison de vol adéquate. Quand l'appareil est fortement incliné, ça amplifie l'effet de la force G. Le sang veut sortir de votre corps et vous n'êtes plus en mesure d'oxygéner suffisamment votre cerveau. C'est ce qui explique les risques d'évanouissement. La combinaison anti-G comprime le sang des jambes pour qu'il remonte vers le tronc. Le pilote sera devant et vous derrière. Une fois ma combinaison sur le dos, je suis prêt pour une rapide formation sur le simulateur de vol du F-16. Ils m'ont fourni 2 de ces sachets pour le mal des transports, bien identifiés comme tels. Je suis censé fouiller dedans avec les mains gantées, en extirper ce sac, et tout ça avant de vomir. Et ils viennent avec leur propre sac refermable. Ça, c'est la meilleure. J'ai pu admirer l'étonnante puissance de feu de la M61 Vulcan vue du sol. Aujourd'hui, j'ai la chance unique de la voir du siège arrière de ce chasseur F-16. Le pilote de ce F-16 est le Major Dave Solomon, répondant au nom de code de Scrappy. Alors dites-moi, en bref, qu'allons-nous faire aujourd'hui? En bref, on va s'exercer à plonger et bombarder. Évidemment, on tirera de la mitrailleuse Vulcan. 2 passages, 250 balles au total. Je suis impatient de le voir en pleine action de la verrière. Ouais, ce sera magnifique. Allons-y. Crois-le ou non, j'ai rêvé toute ma vie de faire un tour de chasseur à réaction. Ça te plaira, j'en suis sûr. Pourvu que je ne fasse pas dans mon pantalon. Je ne te le souhaite pas. Ici Scrappy, je sors avec Will à l'arrière. Je pilote le chasseur numéro 2 en direction du second champ de tir. En réchauffement, je vais incliner sur la gauche à 4 ou 5 G, puis entre 5 et 7 G sur la droite. D'accord. OK. Force G, 90 degrés à gauche. C'est dément. On le sent vraiment. Oui, on le sent bien. Ouais, c'est génial. Je comprends maintenant pourquoi certains sont malades. Ça vous comprime tout le corps. N'est-ce pas? En arrivant près de la zone de tir, j'ai vu le pilote de tête nous guider. On s'est incliné juste derrière lui et l'accélération était telle que... Bon sang, ça vous remue. OK, la voie est libre. Le canon est prêt. Super. Attention, mon ami, autour de la mitrailleuse. Entendu. Et voilà. Quand la Vulcan a tiré, je l'ai vue juste au-dessous de moi. J'ai vu la fumée, j'ai senti les vibrations de l'arme. Qu'en dis-tu, Will? C'était génial. Encore un passage. Et c'est parti. Ça marche. Et puis, on s'est vite mis à grimper. Car si le pilote reste trop longtemps sur sa cible, il risque de s'écraser. On est remonté à grande vitesse. Je sentais ma combinaison me compresser. C'est tout? 2 passages? C'est tout. Nous sommes vides. 250 munitions. Seigneur, tout se passe tellement vite. Mais de se trouver à l'intérieur, au moment où la mitrailleuse crache une salve... La Vulcan, c'est dans le mille.
C'était génial. T'as fait du bon boulot. Merci. Cette mitrailleuse Vulcan est fabuleuse. Incroyable. 2 passages, 250 balles en un claquement de doigts. Quelle puissance de feu cette mitrailleuse Gatling. Incroyable. Je viens de réaliser un rêve en volant avec toi. Merci. C'était un plaisir, sincèrement. Je tiens à dire que le sac est encore vide. Le sac est vide. C'est ce qui compte avant tout. J'ai conservé ma... Je sens que je vais vomir. La Vulcan prouve encore une fois que la mitrailleuse Gatling a sa place en première ligne. Or, la version moderne la plus connue du système Gatling est un modèle compact ayant fait ses preuves durant la guerre du Vietnam. Connue dans l'armée de terre comme la M134 et dans l'armée de l'air comme la GAO-2, elle tire des munitions de plus petit calibre de 7,62 mm, ce qui lui a valu son nom, le minigun. Mais ne vous méprenez pas, sur le champ de bataille, elle n'a rien de mini. En tant qu'ancien membre de l'unité de recherche et sauvetage, je sais que le succès d'une opération repose sur l'action combinée de la GAO-2 et de l'aéronef porteur. Voici le HH-60 Pavehawk. Au sein de l'aviation militaire américaine, le HH-60 est surtout employé pour la recherche et sauvetage en situation de combat. Lorsque des troupes ou de l'équipement américain se trouvent pris derrière des lignes ennemies, c'est un HH-60 et son équipage qu'on envoie en mission. Le HH-60 transporte à son bord 2 mitrailleuses GAO-2. Le premier est manié par un artilleur de défense aérienne et l'autre par le mécanicien de bord. Et ces canons ont du cœur au ventre. Le sergent Chris Morford est artilleur au sein du 55e escadron de sauvetage. La GAO-2 est un canon très fiable. Elle peut tirer une grande quantité de munitions en peu de temps et de façon continue. De quoi est capable cette GAO-2? Elle peut tirer des tas de balles. Elle a une cadence de tir élevée. Elle est très efficace contre l'ennemi. Quelle est sa cadence de tir? Il y a 2 modes, l'un à 2000 coups minutes et l'autre à 4000 coups minutes. Je me souviens qu'avec la première détente, c'est très rapide. Et qu'avec la seconde, ça devient nucléaire. Elle est munie de 6 canons qui tirent 6 balles presque simultanément. Jusqu'à quel point la GAO-2 est-elle utile dans une opération de sauvetage en zone de combat et en appui aérien rapproché? Elle est essentielle. Elle est capable de toucher une cible à 1500 mètres. L'hélicoptère sert de plateforme de tir. On peut donc neutraliser la menace pendant qu'un autre hélicoptère procède au sauvetage des survivants. Si je comprends bien, pendant qu'un premier hélicoptère se pose pour recueillir des blessés ou de l'équipement, l'autre survole la zone en appui aérien rapproché. Exactement, nous sommes notre propre vigie. Nous n'avons pas besoin du A-10 ni d'autres supports. Nous menons l'opération à 2 hélicoptères, supprimer, entrer et sortir. Les unités de recherche et sauvetage en zone de combat se rendent partout où elles sont requises. Dans cette reconstitution, un soldat est blessé dans un feu croisé. En quelques minutes, un aéronef ayant à son bord une unité de recherche et sauvetage arrive sur les lieux. L'artilleur de la GAO-2 élimine la menace, pendant que l'équipe de secouristes passe à l'action. Le soldat blessé est rapidement immobilisé dans une nacelle et hissé à bord du HH-60 qui l'attend en vol stationnaire. La vie du soldat blessé repose essentiellement sur l'efficacité et la rapidité de l'unité de sauvetage. Et le minigun du Pavehawk leur permet d'agir rapidement et de sauver des vies. La plupart des GAO-2 installés sur les hélicoptères d'aujourd'hui, dont ceux que j'ai utilisés, ont été fabriqués ici, chez Dillon Aero à Scottsdale, en Arizona. Et si je suis ici, ce n'est pas pour voir comment on les assemble, mais pour les mettre à l'essai. L'instructeur d'artillerie Trey Hicks connaît la GAO-2 dans ses moindres coutures. Le plus grisant lorsqu'on tire, c'est de voir l'impact sur la cible. En tirant 50 coups à la seconde, il est difficile de rater son coup. C'est une arme fantastique, rapide et facile d'utilisation. Comment la mitrailleuse Dillon améliore-t-elle la capacité de combat d'un artilleur des forces aériennes? La mitrailleuse Dillon augmente la capacité de combat de l'artilleur par sa grande puissance de feu. Elle est légère, facile à enligner sur la cible et extrêmement fiable. Elle tirera toujours quand vous le voulez. On compare souvent la mitrailleuse Dillon à la Browning M2, une arme fiable, qui a fait ses preuves et qui est en usage depuis plus de 90 ans. Quelle différence y a-t-il entre les deux?
Pour moi, ce sont deux références. Évidemment, la GAO 2 offre une cadence beaucoup plus élevée et ne bouge presque pas. C'est comme utiliser un pointeur laser. À cause de son système d'action par recul, la M2 bouge beaucoup plus entre les tirs, ce qui ralentit l'atteinte de la cible. Selon la description technique, cette mitrailleuse a une cadence de 4000 coups à la minute. Quel type de cible exige une telle puissance de feu? Tous les types de cibles. L'avantage de cette arme, c'est qu'elle me permet de tirer 3 ou 4 000 coups minute, mais que j'ai la possibilité de moduler son intensité. Je peux envoyer des salves très courtes, de 50 ou 100 balles, ou encore raser tout un flanc de colline en la pilonnant pendant 20 secondes. Nous allons tester tout ça. Allons au champ de tir. Pas de problème. La première épreuve consiste à comparer la précision sur une longue distance de la mitrailleuse M2 à celle de la M134. C'est ainsi qu'on appelle la GAO 2 dans l'armée de terre. Comme c'est toi le spécialiste, je te laisse manier la M134. Ouais. Une salve continue de 5 secondes mettra en relief l'effet ou non du recul sur la stabilité de visée des mitrailleuses M2 et M134. La cible est un baril placé à 915 mètres. Je vais envoyer une salve de 5 secondes sur cette cible avec la M2. Nous verrons combien de fois j'arrive à toucher la cible. Et puis ce sera à ton tour de le mitrailler pendant 5 secondes. Nous tirons tous deux sur un même baril de taille humaine. Nous verrons la provenance des touches par la taille des trous laissés par les balles. Les munitions de calibre 50 de la M2 ont un diamètre de près de 60% supérieur à celle du minigun. Combien de balles crois-tu que j'enverrai? Une cinquantaine. Et toi, t'en cracheras combien? 250. Ce qui est un avantage certain. On verra bien. Armé? Ça va? Vas-y. Après une seconde, je ne voyais plus rien. J'avais perdu de vue ma cible. Et le canon s'est mis à sautiller à cause du recul. Ça rend la zone battue d'autant plus étendue. Quant à savoir si j'ai atteint la cible, je ne m'attends pas de très bons résultats. Autour de Trey et de sa M134. Très bien, feu. Mon arme bougeait beaucoup à cause de sa culasse mobile, ce qui faisait varier la hausse. Ouais. Ma zone battue est donc nécessairement beaucoup plus lâche que la tienne, car tu restais toujours bien enligné sur la cible. Ouais, mais la poussière et la fumée ont voilé la traînée de mes traceuses et j'ai dû balayer la zone au hasard. Allons voir cette cible pour constater les dégâts. D'après moi, t'en as fait une passoire. Je l'espère. Nous nous rendons inspecter notre cible. Je soupçonne ne pas obtenir une très bonne note en matière de précision. Quant à la M134, qui ne fonctionne pas par recul, elle m'a semblé être en plein sur la cible. Alors on a 1, 2, 3. 3 coups francs et quelques fragments. Malgré les sautillements de la M2, je suis parvenu à placer 3 balles sur la cible. Quant à la M134, elle a poivré la cible et touché 15 fois grâce à sa cadence élevée et à l'absence de recul. Regarde ce trou comme il est gros. De derrière, on voit de nombreuses touches. Quelques-unes en bas. Atteindre une cible aussi minuscule, je veux dire une cible de taille humaine à près de 1000 mètres, c'est beaucoup demandé à n'importe quelle arme. Bien sûr. Exception faite des armes de précision avec lunettes. Conclusion, la M134 est beaucoup plus maniable et précise que le calibre 50 dans les mêmes circonstances. Et sa cadence de tir est 5 fois supérieure. Les résultats sont concluants. Ouais, et en une seule salve. En plus, il resterait encore 3000 balles à tirer. Au cours du prochain test, c'est à mon tour de manier la M134 pour mesurer sa précision et son efficacité sur les cibles multiples. Alors, Trey, nos prochaines cibles sont à environ 75 mètres, soit beaucoup plus proches. Nous avons 3 cibles de taille humaine et 2 barils à mettre en pièces.
Tu prendras les X et moi les O. Tu seras derrière la M2 et moi la M134. On termine avec les barils. C'est une course. Super. Allons-y pour le tic-tac-toe. Prêt? Ouais. Allons-y. 3, 2, 1, partez! Ces monstres soulèvent tellement de poussière que j'ai du mal à voir mes cibles. À de moi! Ma cadence de tir de 4000 coups minutes me confère un sérieux avantage. Je parviens sans problème à abattre tous mes hauts et mes barils le premier. Je t'ai battu à plate couture. C'est sans équivoque. Je n'ai pas eu à utiliser la visée. Il me suffisait de surveiller les points d'impact et de me déplacer vers les cibles. En laissant la poussière retomber quelques secondes, j'arrivais à voir si mes cibles étaient atteintes ou non. J'ai abattu mes barils, et puis ceux de Trey, et encore les miens. Je les ai découpés comme des boîtes de conserve. C'était génial. Quel engin! Je peux vous dire d'ici que ce baril est complètement déchiqueté. Une fois que vous avez apprivoisé la bête, croyez-moi, elle est dévastatrice. Ça ne pardonne pas. Et... oh mon Dieu, c'est impressionnant. On n'arrive même pas à compter tous les trous dans ce baril. Vous voyez, cette arme est diablement efficace. Bien que les munitions de la mitrailleuse M2 de calibre 50 aient un pouvoir destructeur beaucoup plus grand, la cadence de tir de la M134 et son absence de recul lui permettent d'atteindre la cible beaucoup plus souvent. J'ai tenté de retracer l'évolution de la mitrailleuse Gatling, de sa version à manivelle la plus ancienne, aux redoutables armes utilisées sur les champs de bataille contemporains. La Vulcan M61, une véritable déchiqueteuse de métal à 6 canons de 20 mm capable de tirer jusqu'à 6600 coups à la minute. Sa fiabilité et son efficacité lui ont valu d'être le canon de prédilection des chasseurs de l'aviation américaine pendant plus d'un demi-siècle. La GAU 19B, une mitrailleuse à 3 canons, utilisant les mêmes munitions meurtrières de calibre 50 que la fameuse mitrailleuse lourde Browning M2. Mais capable de tirer jusqu'à 2000 coups à la minute, soit le double de la M2. Sans oublier la GAU 8 Avenger, qui équipe les avions A-10 Warthog. Un véritable dragon cracheur de feu, capable de neutraliser les blindés les plus costauds. Mais la mitrailleuse Gatling la plus populaire aujourd'hui, et aussi celle avec laquelle je suis le plus familier, est l'impressionnante M134 ou GAU 2. Je suis prêt à m'envoler pour faire passer le test ultime à cette arme redoutable. Le sergent Trey Hicks est ici pour m'enseigner comment en tirer le meilleur sur différentes distances et envers une variété de cibles. La mitrailleuse Dillon Arrow M134 est la plus polyvalente et parmi les plus meurtrières mitrailleuses Gatling modernes. Nous avons mis au point un défi à la mesure de ces petits monstres. En quoi consiste-t-il, Trey? Voici le scénario. Nous avons plusieurs véhicules qu'on soupçonne d'implanter des EEI dans la région. Ils ont la forme de barils de 55 gallons. On va donc les survoler, localiser les engins explosifs et les mitrailler. S'ils explosent, on saura que c'était effectivement des bombes. Ça me semble clair. Tu es prêt? Ouais. Allons-y. Super. Le premier objectif de la mission est d'éliminer la menace des EEI. Ensuite, on neutralisera les véhicules. Pour ce faire, nous avons droit à 4 passages et 6000 balles. Nous avons localisé la menace!
Au premier passage, Trey s'occupera des barils remplis d'explosifs. Puis, nous repasserons une seconde fois et je m'attaquerai aux véhicules. Cette épreuve permettra de mesurer avec quelle précision la mitrailleuse Dillon peut atteindre de petites cibles d'une plateforme aérienne en mouvement. Touché! Encore! 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 Toutes les 5 balles, une traceuse est insérée dans le ruban de munitions de Trey. La balle est enrobée d'un combustible inflammable qui permet à l'artilleur de voir le projectile et de mieux viser. L'arme est sécuritaire. Très bien. Trey a éliminé tous les barils. À moi de m'occuper de ces voitures. Bravo! Changement d'artilleur. Will va poivrer les voitures. Ne t'occupe pas des barils, concentre-toi sur les voitures. Pas de problème. La mitrailleuse crache tant de balles qu'il est facile de toucher les voitures, même dans un hélico en mouvement. C'était fantastique. Faisons demi-tour et frappons une autre fois. On va les survoler d'un peu plus haut. Ça nous permettra de bien voir l'action des balles traceuses. Lors de ce passage, le pilote grimpe pour augmenter la distance avec les cibles, de manière à tester mon habileté d'artilleur aérien. Toutes les cibles sont touchées grâce aux traceuses qui m'aident à maintenir ma visée. Très bien, le passage est réussi. Essayons un passage rapide en Razmot. Pour le prochain passage, l'approche sera rapide et près du sol. Une stratégie qui réduit la vulnérabilité devant l'ennemi, mais qui augmente la difficulté à toucher les cibles. Elles passeront très vite devant nous. Tu en vises une et tu passes à la suivante. Tu verras que le canon peut passer très vite de l'une à l'autre. D'accord? J'arrive à viser dans le mille, même en avançant à 160 km/h. Enfin, l'hélicoptère exécutera un déplacement latéral directement au-dessus des cibles pour que je puisse les neutraliser totalement. La manœuvre montre que l'hélicoptère est parfaitement adapté au travail en tandem avec les mitrailleuses. Maintenant, tu vas tirer sur tout ce qui se trouve sur cette route. Ouais! Incroyable! Ce truc est dément! Bien fait. Ça, c'est du bon boulot! Mission accomplie! Toutes les cibles ont été éliminées! Encore et encore et encore!
C'est l'expérience la plus grisante que j'ai vécue depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de manier de nombreuses armes, mais cette chose, c'est de l'adrénaline pure. J'avais déjà tiré de la mitrailleuse Gao-2 d'un hélicoptère. Mais jamais autant de munitions en aussi peu de temps. Toucher ces cibles les unes après les autres, encore et encore, les voir exploser et s'enflammer. C'est une sensation incroyable. Nous avons vu à quel point la mitrailleuse Gatling a évolué dans le temps. Depuis le premier modèle à manivelle, jusqu'à ses héritiers à tir rapide, capable de rayer de la carte tant une unité d'infanterie que le plus lourd des blindés. L'adaptabilité combinée de la mitrailleuse Gatling et de l'hélicoptère a vraiment contribué à faire de la mitrailleuse une arme qui a changé le monde. Ici Will Willis, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous sur le champ de tir pour un prochain épisode.